Rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo donc consacrée à l'Afrique, les défis du développement et de la mondialisation. Et donc dans cette deuxième partie, nous allons voir que l'Afrique est un continent en cours d'intégration dans la mondialisation qui doit relever encore de nombreux défis. Tout d'abord, l'Afrique est donc un continent en cours d'intégration. L'Afrique connaît donc un développement rapide depuis le début des années 2000 avec un taux de croissance de 2 à 6% en moyenne par an. Cette croissance est tirée par un petit groupe de pays appelés les lions africains qu'on a ici sur la carte. L'Afrique du Sud, qui est membre des BRICS, de l'IBAS, on en a déjà parlé ensemble, le Nigeria, l'Angola, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte. Ils représentent à eux seuls 60% du PIB africain. Il faut quand même noter que même les PMA ont un taux de croissance qui est important, à plus de 5% par an en moyenne, et la pauvreté, d'une façon générale, diminue assez fortement sur le continent africain. D'autres indicateurs sont aussi à la hausse, c'est ce qu'on peut voir ici. Les IDE investis en Afrique, on a dit il y a seulement 5% des IDE mondiaux, mais ils sont quand même en forte augmentation. Alors ici c'est la crise de 2008 qui explique la baisse pour les années 2008, 2009 à 2010, mais d'une façon générale la tendance est à la hausse. Principalement depuis l'Europe, mais de plus en plus en provenance de pays émergents, la Chine, l'Inde, le Brésil, la Turquie en particulier. L'Afrique bénéficie aussi fortement du système des remises. C'est ce vous avez déjà dû voir normalement au collège. En 2015, on avait donc 150 milliards d'euros de remises. Donc les remises, pour rappel, c'est l'argent que les émigrés africains ramènent chez eux ou renvoient au pays alors qu'ils travaillent par exemple en Europe. Et donc qui permettent au continent de se développer, et si on regarde les remises aussi, sont en croissance continue alors jusqu'à 2008, ça ici, alors que l'aide au développement, on disait, tend un petit peu à diminuer ces dernières années. L'Afrique est un continent aussi plein de ressources. On a dit tout à l'heure dans l'autre vidéo que l'Afrique exportait principalement ses matières premières, et c'est ce qu'on peut voir ici sur cette carte. Elle attire de nombreux investisseurs grâce à une démographie donc dynamique, mais aussi donc grâce à ses ressources qui attirent et qui suscitent aussi les convoitises. L'Afrique est ainsi riche en hydrocarbures, c'est toutes les régions qu'on voit en gris-noir ici sur la carte, en particulier dans le golfe de Guinée, où on trouve 12% des réserves mondiales. On trouve aussi de nombreux minerais. En Afrique, c'est ce que l'on voit en orange sur la carte. L'uranium, notamment, qui est aussi très présent en Afrique du Sud, au Niger. 50% de la production mondiale de platine est faite en Afrique. On a aussi le cobalt en République démocratique du Congo, etc., etc. On a aussi des minerais précieux, des diamants, beaucoup de diamants aussi dans cette région, de l'or, de l'argent aussi en Afrique. Donc beaucoup de ressources naturelles qui ont une valeur très élevée sur le marché international. Le continent attire aussi les investisseurs pour ses réserves agraires. C'est ce qu'on appelle le land grabbing. On en avait parlé quand on avait traité de la Chine-Afrique en particulier. Donc ce sont des pays qui investissent en Afrique pour acheter ou du moins louer des terres sur du long terme pour assurer leur propre sécurité alimentaire, donc pour assurer la production agricole sur des terres riches. On parle aussi en termes de réserves agraires des forêts qui ne sont pas encore exploitées ou qui sont en cours d'exploitation. On pense ici à l'huile de palme en particulier. Et enfin, l'Afrique peut s'appuyer sur des paysages qui sont très divers pour se développer, qui entraînent donc plusieurs formes de tourisme, du tourisme culturel, on pense à l'Égypte, tourisme balnéaire, pareil dans la région de la mer Rouge, ou encore du côté des Seychelles, du tourisme animalier, ça c'est plutôt pour l'Afrique australe, avec les grands parcs d'Afrique du Sud, du Kenya, de Tanzanie, ou encore du tourisme sportif, avec la montée du Kilimandjaro, l'ascension du Kilimandjaro par exemple. Grâce à tous ces investissements, l'Afrique est donc de mieux en mieux couverte par les infrastructures de transport, c'est ce qu'on observe sur ces deux cartes. La carte de droite, donc, ce sont les routes transafricaines, les principales routes transafricaines, et la carte de gauche, c'est la carte des principales voies de chemin de fer en Afrique.
Donc actuellement, on a un développement assez rapide de l'ancien réseau colonial, c'est ce qu'on observe ici, notamment dans les colonies, d'anciennes colonies britanniques en particulier, Nigeria, Kenya, Soudan, Afrique du Sud, évidemment. Et puis l'Afrique aussi connaît une révolution numérique à son tour. Aujourd'hui, on a quand même 90% des villes qui sont couvertes par le réseau Internet, alors que seuls 40% des campagnes le sont pour l'instant. Donc le défi, c'est vraiment de réussir à équilibrer, à développer l'intégralité du continent africain, et pas seulement ces régions qui sont déjà bien dotées en infrastructure. Il existe aussi en Afrique des associations de coopération régionale qui fonctionnent, comme l'UEMOA, qui a été créée en 1994, donc c'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc on a 8 États, c'est ce qu'on voit en vert ici, 8 États qui ont une monnaie unique en commun, le franc CFA, et puis on a plusieurs associations de libre-échange, comme la COMESA ou encore la CEDEAO. En parallèle, l'Afrique est aussi bien insérée dans les grands réseaux criminels, avec une piraterie côtière qui est très développée, en particulier dans le golfe de Guinée et la Corne de l'Afrique, des narcotrafics qui sont aussi très importants, ou encore la question du recyclage aussi qui n'est pas affiché ici, des déchets toxiques du Nord, qui se fait notamment au Ghana et au Nigeria, c'est-à-dire qu'on envoie des déchets toxiques des pays du Nord, notamment de l'Europe, être recyclés en Afrique, mais c'est plutôt fait par des groupes mafieux ou des groupes terroristes parfois, et les normes environnementales ne sont pas tout à fait respectées dans ces cas-là. Enfin bon. Si l'Afrique est encore donc un continent en développement, il faut surtout penser l'Afrique aujourd'hui comme une réserve de développement, comme le souligne la géographe Sylvie Brunel. Et l'Afrique a de nombreux défis à relever, des défis économiques et sociaux notamment. Tout d'abord, le défi démographique. On l'a déjà évoqué dans la première vidéo. L'Afrique est aujourd'hui dans la première phase de sa transition démographique, avec une mortalité en baisse, mais un taux de fécondité toujours assez élevé. On a une moyenne de 5 enfants par femme. Ce chiffre est à nuancer. S'il reste important dans les campagnes, il baisse rapidement dans les villes et s'est stabilisé en dessous de 3 enfants par femme dans les pays les plus développés, en Afrique du Sud, au Maghreb en particulier. La population est donc en forte croissance et devrait atteindre, c'est ce qu'on voit ici, les 2 milliards d'habitants en 2050. Puisque, pour rappel, quand on est dans la première phase de la transition démographique, ça veut dire que le taux de fécondité est encore très élevé, le taux de natalité est très élevé, mais le taux de mortalité a déjà fortement diminué, donc mathématiquement, la population augmente très rapidement. Autre défi qui va de pair avec le premier, quand on parle de démographie, vu qu'on a un taux de natalité très élevé, la population est plutôt une population jeune en Afrique. En effet, 40% des habitants d'Afrique subsaharienne ont moins de 15 ans. Cela pose problème, puisque quand on parle de capacité de soins, de scolarisation, d'accès à l'emploi, de taux de chômage, forcément, si on a une population très jeune, il va falloir avoir les structures pour pouvoir soigner, scolariser, et pour pouvoir fournir un emploi à toutes ces personnes. Deuxième défi qui est lié au premier, c'est la question de la transformation de l'économie africaine. Ceci va passer par la modernisation de l'agriculture, qui est encore largement extensive et peu productive quand elle n'est pas vivrière. Pour nourrir une population en forte croissance, il faut donc transformer cette économie agricole extensive en une agriculture intensive et commerciale, c'est-à-dire une agriculture aussi qui est capable de s'exporter. Et en parallèle, il faut industrialiser le continent, poursuivre la construction d'infrastructures de transport et approfondir l'intégration régionale. Tout cela devrait permettre à l'Afrique, donc, de sortir de l'économie de rente, c'est-à-dire une économie qui est fondée sur l'exploitation des richesses sans industrialisation et donc sans modification de sa structure productive, et de sa dépendance aux économies extra-africaines. Ainsi, la prédation des FTN, des firmes transnationales, est toujours plus importante. On pense à l'huile de palme, on pense au cobalt, etc. Et certains pays émergents se font concurrence actuellement pour exploiter les ressources africaines avec les phénomènes de Chine-Afrique, d'Inde-Afrique, etc. Troisième point, c'est la question du développement durable. L'Afrique doit donc non seulement se développer, mais le faire
aussi en respectant les principes du développement durable, c'est un vrai défi. Elle doit s'industrialiser, mais sans s'appuyer sur les modèles économiques des puissances occidentales du XIXe siècle, et donc elle doit favoriser les énergies propres, l'éolien, le solaire, comme la centrale solaire de Zagtouli au Burkina Faso, qui est la plus grande ferme solaire d'Afrique de l'Ouest. Elle doit s'appuyer aussi sur ses ressources abondantes tout en limitant les pollutions et les dommages pour les populations locales. Exploiter les hydrocarbures, oui, mais sans polluer l'environnement dans le delta du Niger. Limiter la pêche industrielle aussi au large du Sénégal, etc. On doit pouvoir parvenir à une agriculture intensive, mais sans appauvrir pour autant les sols, donc sans générer des phénomènes de désertification, d'acidification. Et enfin, on doit aussi pouvoir absorber la croissance démographique africaine par l'urbanisation massive, mais tout cela avec une gestion durable des villes, donc en limitant le développement des bidonvilles, en réussissant à gérer correctement les déchets, en ayant des bons réseaux d'assainissement, etc., etc. Enfin, dernier défi que l'Afrique doit relever, c'est la question de la stabilité politique. Elle progresse, mais cette stabilité n'est pas encore atteinte. Comme nous l'avons déjà dit, plusieurs régions constituent des foyers de conflits, le Sahara, la Corne de l'Afrique, l'Afrique des Grands Lacs en particulier, où l'état de droit ne fonctionne plus et où, au contraire, les groupes terroristes et les trafics les plus divers se développent. De plus, beaucoup de régimes politiques sont encore largement touchés par la corruption. En particulier la République démocratique du Congo ou l'Afrique du Nord, ce qui est de plus en plus critiqué. Les populations africaines ont soif de démocratie, comme on a pu le voir avec les printemps arabes qui ont mis en place des régimes démocratiques mais aux libertés limitées, comme on a pu le voir avec les forts scores aux élections des frères musulmans. Cette démocratisation est donc progressive, mais réelle, et de nombreux régimes autoritaires ont accepté des alternances électorales et la tenue d'élections libres. Depuis les années 90, on pense au Sénégal, au Bénin, ou encore à la démission de Mugabe au Zimbabwe l'année dernière, voire à la fin de l'apartheid, si on remonte dans les années 90, grâce à Nelson Mandela. C'est fini donc pour cette deuxième vidéo, il vous reste une troisième et dernière capsule à voir sur la question de l'Afrique face aux défis du développement et à la mondialisation, et je vous laisse aller donc la consulter tout de suite.